Et c'est vrai que je me suis mis tout à fait sur l'idée que le tennis m'a donné l'opportunité d'être aussi résiliente. C'est-à-dire que dans le fond, au tennis, on perd un match, le lendemain, on repart à l'entraînement, quoi. Puis si on perd un point, c'est pareil, on a encore le point suivant qu'on peut gagner. Tant que le dernier point n'est pas joué, que la balle de match n'a pas été gagnée, il y a encore possibilité de gagner. Et donc en fait, c'est vrai que cette attitude, c'était un peu la même chose. Il fallait jouer point par point, jour par jour, fallait y aller, fallait continuer. Il faut toujours se battre. Tant que le dernier point n'est pas gagné, on peut gagner. Mais ça m'a permis sûrement mentalement de m'en sortir et de ne pas rester dans ce côté négatif de je suis malade. J'ai des jours où j'ai gueulé, j'avais besoin de m'exprimer, de dire que j'étais pas contente, que ça m'énervait, que j'étais pas bien, que j'étais pas contente d'être dans cette situation-là. Mais le lendemain, je me réveillais et puis je repartais à la bataille. J'avais beau dire un jour, je suis énervée, ça me saoule, je veux plus être là, j'en ai ras-le-bol d'être malade, de devoir retourner à l'hôpital. Le lendemain, j'y allais. Parce qu'il fallait y aller, parce qu'il fallait se battre. Et tant que c'est pas fini, on continue. Le tennis, chez les Albert, c'est une histoire de famille. Tous y jouent, tous le regardent et tous l'aiment. Alors quand on propose à Julie d'aller faire ses études post-bac aux États-Unis, et ce avec une bourse pour jouer au tennis, elle accepte presque immédiatement. Quelques années plus tard, son bachelor en poche qu'elle a complété par un master spécialisé en France, la vie à l'étranger se rappelle à la mémoire de Julie. Elle décroche alors son premier job en Allemagne, à Nuremberg, où elle travaille pour la célèbre marque sportive Adidas. Un premier emploi qui la fait voyager et la surmène un peu. Mais Julie aime ça, alors lorsqu'une fatigue intense s'empare d'elle, elle ne s'inquiète pas tout de suite. Finalement, quelques années plus tard, et ce après un long chemin d'errance médicale, le diagnostic est posé. Elle souffre d'un cancer de stade 3B, un cancer très avancé. Julie vit alors en Allemagne et elle nous raconte aujourd'hui comment elle a choisi d'y suivre ses traitements, de ne pas rentrer en France, mais tout de même d'être épaulée par ses proches. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Julie est officiellement en rémission et elle s'apprête à démarrer une nouvelle aventure professionnelle, toujours en Allemagne, pour accompagner les entreprises dont les employés passeraient par des traitements intenses comme la chimiothérapie qu'elle a vécue. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je suis Julie, je suis donc bretonne à la base et je suis depuis mes 20 ans, en fait, je me suis expatriée à l'étranger et j'ai donc grandi et depuis maintenant 15 ans avec cette expérience internationale. Et voilà, ce qui fait que aujourd'hui j'ai l'impression pas seulement d'être française, mais d'être une citoyenne du monde, ou en tout cas très européenne. Tu viens d'où en Bretagne ? Je suis de Rennes à la base. Ma vie en grandissant donc en Bretagne, j'ai une vie assez standard. J'ai une famille qui est très sportive, donc on est tous joueurs de tennis dans la famille. On a grandi avec ça, sans une obligation spécifique au niveau professionnel, mais ça faisait partie de notre univers et de notre passion familiale. Donc tous les étés, c'était passé à jouer au tennis, à grandir. Ma mère aussi, en tant que prof, nous a inculqué l'idée de toujours se développer et s'améliorer et apprendre. Donc on a été baignés dans cet environnement général et en fait à la fin de mes études de lycée, j'étais perdue. Je suis allée avec mon père au Forum des métiers à Rennes et j'ai fait tous les métiers possibles, d'opticien à architecte et je ne savais pas quoi faire. Et ça a dû être en janvier où je finissais de passer mon bac en juin de l'année suivante, de la même année. Et en fait, en février, j'ai reçu une lettre d'un organisme qui s'occupait à l'époque d'aider les gens à partir aux États-Unis et qui m'annonçait en fait que j'avais le niveau pour partir. À l'époque, enfin, je dis à l'époque, c'était il y a pas si longtemps, mais
Ça fait longtemps déjà pour moi. Il y avait que des joueurs de niveau national qui partaient. Et moi, j'avais un niveau régional. J'étais bonne joueuse, j'avais joué toute ma vie, mais j'avais aucune aspiration à devenir joueuse professionnelle, à avoir cette opportunité-là. C'était plus vraiment parti dans l'idée de je vais me développer, je vais développer mon tennis à côté. C'est mon dada, c'est ce qui me fait plaisir, mais mes études, ça va être autre chose complètement. Et en fait, quand j'ai vu cette lettre, j'ai fait bingo, c'est ce que je veux faire. J'avais toujours eu cette frustration de jamais pouvoir jouer à plein temps parce que voilà, en France on est limité, hein, quand tu finis à 6h le soir tous les soirs à cause du lycée, c'est pas facile, les entraînements sont tard le soir. Et donc là, je me disais c'est l'opportunité d'une vie. J'étais très mauvaise en langue, mais j'ai dit à mes parents c'est ce que je veux faire et j'ai de la chance parce que mes parents ont toujours été pour nos projets, moi et mes frères. Tant qu'on était motivés et qu'on avait de vraies raisons et un vrai projet, ils nous ont toujours soutenus. Et donc, en fait, à 18 ans, j'avais cette envie, mais on a décidé qu'avec le bac, ça faisait beaucoup de choses. Et donc, en fait, j'ai dit, je vais reporter. J'ai fait 2 ans de fac de maths. Et ma 2e année de fac de maths, je me suis retrouvée dans une situation comme habituelle, comme j'avais vécu pendant toute ma jeunesse, c'est-à-dire que je devais jouer pour l'université. Et j'ai une de mes profs qui m'a dit non, je te donnerai pas les cours en avance, le tennis ça passe en 2e, alors que je jouais pour l'université au niveau national. Et donc là j'ai dit à mes parents c'est bon, j'en ai marre, je veux y aller. Pourquoi est-ce que je suis obligée de me justifier à faire ce sport? Et donc avec ça on a préparé tout le dossier pendant plus de 6 mois et à 20 ans je suis partie. Ah oui, c'est un gros dossier quand même. Il faut passer le TOEFL. Faut faire une vidéo, faut aussi préparer tout ce qui est visa, tout ce qui est discussion, tous les documents et surtout que moi j'avais donc aussi mes documents universitaires à montrer. Donc même si c'était pas du travail, mais il y avait quand même pas mal de préparation en amont. La vidéo, c'est une vidéo de 10 minutes que les gens voient, mais derrière, c'était 1h30 de travail avec ma mère sur la chaise d'arbitre en train de faire la vidéo et mon père de l'autre côté du terrain en train de jouer avec moi, quoi. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a mis en place en famille. Donc, toute la famille s'y est mise. Toute la famille s'y est mise, voilà. et puis voilà, on a fait, donc, j'ai eu ma réponse fin juin. Avec ma mère, on est allé à l'ambassade aux États-Unis et puis pour récupérer mon visa. Et puis ensuite, je me suis envolée au mois d'août 2008. Voilà. Alors, où est-ce que part Julie aux États-Unis et comment? Est-ce que c'est elle ou c'est les universités, ou j'imagine un peu des deux, qui vont choisir leurs étudiants athlètes? Les universités voient ta vidéo et en général, c'est l'organisme qui a des contacts dans plusieurs universités, pas toutes, et donc qui a envoyé la vidéo. Et en fait, moi, ils m'ont proposé 3. Ils m'en ont proposé une de division 1, mais plutôt basse, parce qu'il y a un peu de groupes en division 1. Il y en a celles qui sont les grosses universités dont on entend parler, UCLA, Harvard, tout ça. Et il y a un peu une deuxième partie de division 1. Donc, j'avais une offre là, une division 2 et une division 3. Et donc, je suis partie en division 2 en Caroline du Sud, dans l'université de Anderson. J'ai choisi en fonction, en fait, du niveau et aussi du fait qu'en division 2, le championnat est principalement l'été. C'est-à-dire au printemps, la saison du printemps. En division 1, il y a moins de structure dans le sens où on peut faire plusieurs de tennis. Et moi, j'aimais bien qu'en division 2, ils mettaient plus de limites aux universités, ce qui faisait qu'on avait plus de temps pour les études, au niveau de la période de l'automne, automne-hiver, on avait un nombre limité d'heures, beaucoup plus important que les divisions 1, qui ont la possibilité de s'entraîner vraiment toute l'année, de manière plus importante. Et moi, je pouvais quand même avoir au moins la moitié de l'année où je pouvais me concentrer sur mes études. Parce que même si j'adore le tennis, et on faisait encore 2-3 heures de sport par jour, parfois, mais on avait un nombre d'heures limité sur le semestre à gérer. Et donc, on avait un nombre plus limité d'heures et moins de matchs aussi. Certainement, j'ai vu des gens avant partir et on voit forcément toutes les grosses divisions 1 où ils ont énormément d'aide. Moi, je savais que j'allais pas être dans un cadre là où on était en groupe de travail. Les autres plus petites division 1, c'est un peu les mêmes choses que les divisions 2, sauf qu'ils s'entraînent plus. Et en fait, j'avais un peu cette envie quand même de me protéger moi et d'avoir l'opportunité vraiment aussi d'étudier. Et puis, en fait, de démarrer parce que je suis arrivée à l'automne, ce qui fait que mon premier semestre
était plus, même si j'avais des heures d'entraînement, était quand même plus basé sur les études, ce qui me donnait une bonne période où je pouvais vraiment m'adapter au niveau de mon anglais. Et ce qui a, au final, je pense, ce qui m'a pas mal aidé. Julie le disait, avant de partir, les langues, c'était pas trop son truc. Donc finalement, 6 mois pour se préparer, pour se plonger dans ses études et s'immerger dans la langue anglaise, c'était pas du luxe. Au final, Julie se lance dans l'aventure américaine et part donc pour étudier, pour obtenir son bachelor. Tout se prépare, sauf que 3 semaines avant son arrivée, son coach lui dit « Je pars, je quitte l'équipe ». Donc plus de coach. Donc c'est-à-dire que j'arrive en connaissant personne. Donc en fait c'est une des joueuses de l'équipe qui me récupère à l'aéroport. On fait 1 heure de route. Moi je ne parle absolument pas anglais. En plus mon arrivée, j'ai eu une histoire d'avion absolument catastrophique. Je me suis retrouvée à Atlanta en ayant loupé ma connexion. Et ils avaient perdu mes bagages. Donc je me retrouve tard le soir à l'université, ne connaissant personne. Mon coach n'étant pas là, je ne savais pas comment allaient se passer les jours suivants. Et en gros, c'était un peu débrouille-toi. Heureusement, j'avais mon équipe de tennis. J'étais pas la seule à arriver sur place. Et donc, en fait, j'ai eu de la chance, énormément de chance, que la communauté internationale, en fait, m'a énormément aidée. Dès le 2e jour, en fait, mon ordinateur marchait pas. J'ai eu un Ghanéen, une Américaine qui parlait français et un Jamaïcain qui parlait anglais. Tous les 3 ont réussi à faire en sorte que mon ordinateur marche et que je puisse dire à mes parents « Je suis arrivée, je vais bien, on peut installer Skype ». On a géré en fait en tant qu'équipe sans avoir d'entraîneur jusqu'à ce que je sais plus, le premier entraîneur est arrivé fin septembre. Et après, on a eu un autre changement parce qu'ils n'ont pas aimé celui-là pendant l'année. Donc, les 6 premiers mois ont été assez un gros challenge. Heureusement, il y avait quand même la partie universitaire, la partie études, qui était plutôt bien gérée. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis tout de suite avec un référent. On a tout de suite créé mon emploi du temps pour faire en sorte que les choses avancent. Et puis, j'ai pu développer mon anglais. Mais c'est sûr qu'au début, on s'entraînait tout seul. Ensuite, on est allé directement en compétition et c'était le masseur qui est ce qu'on appelle les trainers là-bas qui est venu avec nous. Et donc en gros, on a rigolé parce que lui il disait alors Julie, tu fais entre les lignes et au-dessus du filet, hein. C'est l'objectif. Hein. C'est la base de son coaching parce que le pauvre, il n'y connaissait rien. Mais en même temps, ça nous a rapprochés en tant qu'équipe et puis ils nous ont aussi assuré qu'ils allaient chercher un entraîneur compétent pour nous faire démarrer et nous faire avoir une bonne saison. Mais c'est sûr que les premiers mois, au niveau tennistique, on s'est un peu posé des questions. Mes parents ils pensaient que le premier mois, j'allais rentrer. Ensuite, ils pensaient qu'à la fin du premier semestre, j'allais rentrer. Et je suis rentrée pour les vacances, mais je suis repartie. Et puis après, ils se sont dit à la fin de la première année, elle va rentrer. Et non, j'ai continué. Parce que c'était une expérience incroyable et j'ai rencontré mes meilleurs amis à travers de cette expérience. T'es restée combien de temps du coup finalement ? Donc 3 ans. J'ai fini mes études en 2011. Donc j'ai fait les 3 années qu'il me fallait pour compléter mon bachelor. Julie a en fait réussi à transférer certains de ses crédits de sa fac de maths de Rennes, ce qui fait qu'elle n'a pas à effectuer 4 ans d'études pour obtenir son bachelor, mais 3 sur place aux États-Unis. Au cours de la 3e année, la question se pose donc de la suite. Est-ce qu'elle souhaite rester ? Est-ce qu'elle souhaite rentrer ou même partir ailleurs ? Finalement, Julie n'a pas très envie de prendre cette décision tout de suite, ce qui fait qu'elle lance des procédures pour ne pas avoir à fermer d'options trop tôt. Elle contacte l'école de commerce de Rennes et elle candidate pour un master. Et en parallèle, elle lance les démarches pour un visa OPT qui lui permet d'étendre son visa étudiant pendant 1 an et de travailler dans son domaine d'études. La décision finale de son avenir à l'issue de son bachelor a été prise suite à une série de circonstances un peu particulières. En fin janvier 2011, mon grand-père est décédé.
Et je suis pas rentrée parce que mes parents voulaient pas forcément que je rentre. Ils ont dit, écoute, faut vraiment que tu finisses ton année. C'est compliqué, on comprend que c'est difficile, mais c'est très difficile. Et donc, en fait, ça m'a un peu secouée malgré tout. 2 semaines après, j'étais sur le terrain de tennis à faire ma compétition. Alors, toujours à fond dans ce que je faisais, mais c'est sûr que là, tout d'un coup, ça a un peu changé la donne. J'étais en train de réfléchir à ce que je voulais faire. J'avais quand même cette envie de rester, donc j'avais fait les démarches pour rester. Et je me suis dit, on va pas prendre la décision maintenant. On va faire en sorte d'avoir les 2 choix. Donc j'ai fait petit à petit les démarches pour avoir un OPT, qui est un visa d'1 an supplémentaire après un visa étudiant. Donc j'ai fait ces démarches-là. J'ai participé à des conférences où j'envoyais mon CV et en me disant ça va peut-être marcher et puis au pire je ferai un OPT puis sinon je rentre. Donc j'étais vraiment un peu basée sur ça. J'avais regardé mes options pour rentrer et ça me semblait aussi l'option principale, ce serait dans ces cas-là de faire un master. Donc j'avais aussi commencé les démarches. Et en fait, en mars ou avril, je vais à une conférence et je vais pas nommer la marque, mais j'ai une grosse entreprise qui, en gros, quand je leur donne mon CV, me dit rentre chez toi. Quoi ? Ouais, c'était très violent. C'était en général, c'était en gros rentre chez toi, on veut pas de toi. Voilà, ils cherchaient des Américains. On m'a dit littéralement rentre chez toi. Donc en fait, il y avait pendant ces conférences-là, en général, il y avait des 2 représentants de marque qui étaient à un petit bureau et donc il y a une grande marque qui m'a dit comme ça rentre chez toi. Donc très choquée. J'avoue que je n'ai plus donné un seul CV. C'est mon prof qui a donné tout le reste des CV aux autres entreprises qui étaient sur place parce que j'étais complètement choquée par de tels mots. T'avais jamais été confrontée au racisme, en fait. Voilà, je suis quelqu'un qui a la chance de n'avoir jamais été confronté au racisme, mais là c'était un peu violent et donc depuis ce moment-là aussi je comprends ce que d'autres vivent, même si c'était très peu par rapport à ce que je suis sûre d'autres vivre de ce côté-là, mais ça m'a choquée et donc j'ai dit je rentre. C'était un peu le truc de trop qui m'est arrivé pendant mon dernier semestre et donc j'ai dit je rentre, je veux être avec ma famille, je veux être dans un environnement où je me sens pas agressée, surtout qu'en plus moi quand j'arrivais, je leur disais vous m'avez gratuit pendant 1 an. Après vous pouvez me jeter après 1 an, vous n'avez pas besoin de faire de visa, pas besoin de faire de recherche, vous pouvez m'utiliser pendant 1 an, moi tout ce que je veux c'est l'expérience. Et d'avoir une telle réponse, ça m'a décidé à me dire c'est que c'est pas fait pour moi. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon univers, donc je vais rentrer en France et puis je vais faire un master et puis je vais voir comment les choses évoluent. Très difficile le retour, de me réorganiser, de me réhabituer à la vie. Mes amis, j'en avais plus beaucoup malgré tout, c'est toujours comme ça. Et donc j'essaye de me réhabituer à ma vie et donc je rentre et je fais l'ESC Rennes parce que l'école de gestion, je n'avais pas de crédit ETCS, européen, et donc ils avaient du mal à traduire ça. Ah ouais. Et donc je fais. D'accord. Ouais, ils avaient du mal à comprendre, alors que l'ESC Rennes m'a dit tout de suite, écoutez, on vous prend comme étudiante étrangère, sauf que vous ferez pas français en langue étrangère et vous pourrez en choisir une comme les sympa, Français. Ils s'adaptent. Donc ils se sont très très bien adaptés par rapport à mon cas. Donc j'ai pu rentrer comme ça en master économie finance, donc MSc. Donc c'était en gros 1 an de master. Julie rentre donc en France, elle effectue son master à l'ESC Rennes et à l'issue de ce master, elle doit faire un stage. Immédiatement, elle sait qu'elle va partir à l'étranger. L'intégration en France a été un peu difficile et notamment au sein de sa promo, ce qui l'encourage encore plus à aller voir ailleurs. Elle candidate au Canada, aux États-Unis et en Allemagne. Et en Allemagne, justement, ça mord tout de suite. Elle obtient un stage qu'elle accepte volontiers chez Adidas, une grande marque de sport, et au bout de quelques semaines à peine, on lui propose un job. L'occasion rêvée qui malheureusement la contraint à ne pas terminer son master puisque son école ne lui permettra pas de terminer celui-ci par correspondance. J'ai énormément cherché à l'étranger parce que aussi j'étais pas bien dans mes baskets en France. J'avais l'impression d'être à côté de la plaque, d'être différente. On m'a fait ressentir que j'étais différente aussi, certains élèves, malheureusement. J'étais en soirée et en gros, j'ai eu des gens bourrés qui étaient en train de me pointer du doigt et dire « Toi, t'es pas française ». Parce que mon anglais était tellement bon que voilà, ça les gênait.
parce que bon, c'est vrai que maintenant, quand je parle anglais, mes amis reconnaissent l'accent français, mais c'est vrai qu'il est il est pas comme beaucoup d'autres, on va dire. J'ai énormément travaillé sur mon accent, donc en fait, c'est vrai que j'ai eu malheureusement quelques échanges négatifs qui m'ont dit bon bah voilà, de toute manière, pour l'instant, c'est pas le bon endroit, donc faut que je reparte. Parce qu'en fait aussi, on m'a fait comprendre que moi, j'avais eu des études faciles aux États-Unis. C'est-à-dire que malheureusement, les systèmes français considèrent que, en gros, bah, t'as la vie facile si tu fais tes études aux US. Et parce qu'effectivement, j'avais moins d'heures de cours. Mais le nombre une heure de d'heures cours correspond à beaucoup d'heures de travail à côté. C'est vrai que c'est pas la même chose. Exactement. Et puis bon bah à côté, j'avais ma bourse de tennis, donc fallait faire les heures de tennis. Faut faire partie d'associations et il y a énormément de choses à faire de vie universitaire qui est beaucoup plus, à mon opinion, qui prend du temps. Plus que ce qu'on voit en France, enfin de ce que j'ai vu en tout cas. Mais ouais, c'était un peu le retour. Genre, bah toi, t'as été frisou pendant 3 ans à faire ta vie aux US, à te faire plaisir pendant que nous on a bossé. Belle ambiance, sympa. Belle ambiance, voilà. Alors bon, je me suis quand même fait quelques amis, mais on m'a fait quand même d'autres malheureusement m'ont fait ressentir cette situation. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai dit bon, moi, faut que je reparte. Donc j'ai eu la chance, et vraiment je dis que c'est une chance d'avoir été appelée, d'avoir obtenu un stage. Donc en Allemagne, j'ai obtenu un job, un stage chez Adidas en fait. Ok, tu connaissais l'Allemagne ou pareil, tu commençais un peu de zéro? J'ai étudié l'allemand. Ok. Pour te dire, j'ai dit à mes parents après le bac d'allemand, c'était la dernière heure d'allemand de ma vie. Donc ça veut dire à quel point l'Allemagne faisait partie de ma liste, absolument pas. J'avais déjà été en échange scolaire dans le nord de l'Allemagne, mais à part ça, je ne connaissais absolument pas l'Allemagne du tout. Je suis plus aujourd'hui dans la même boîte, mais j'ai fait 10 ans dans la même boîte. Ouais, d'accord. Donc a priori, ça s'est bien passé. Super bien passé. Ouais. Voilà. Okay. Donc en fait, je me suis retrouvée dans un univers sportif. Ah bah oui. À faire des maths et de l'économie et de l'analyse. Et en fait, j'ai travaillé avec des gens qui avaient les produits de tennis entre les mains, tous les produits sportifs. Donc pour moi, j'avais des étoiles dans les yeux en fait. C'était une expérience absolument super. Au bout de 3 semaines, ils m'ont dit Julie, tu sais qu'on a un poste. Et je fais bah oui, mais ça fait 3 semaines que je suis en stage. Ouais. Et ils font oui, mais il y a un poste quand même. Et donc j'ai envoyé mon CV, donc j'ai eu le poste. Et donc ils ont adapté pour que je puisse avoir démarrer en fait le poste juste à la fin de ma période officielle de stage, de ce que j'avais besoin. Et donc j'ai pu démarrer tout de suite en tant qu'analyste au sein de l'équipe et être à fond dans mon job. Tout va donc pour le mieux du côté de Julie. Elle s'éclate dans son job. Le pays qu'elle a choisi l'accueille les bras grands ouverts et elle semble y être très réceptive. Mais un peu avant ses 30 ans, et juste avant la pandémie, Julie découvre une mauvaise nouvelle. Elle est atteinte d'un cancer en phase très avancée. En 2015, donc ça faisait déjà presque plus de 4 ans que j'étais là à Adidas et en fait je bossais énormément, j'étais à fond dans mon travail, j'adorais ça et je mettais énormément d'heures et j'ai commencé en fait à avoir des sensations un peu bizarres mais rien d'exceptionnel. Donc je vais voir des spécialistes, c'était des problèmes cutanés principalement, ça me démangeait en fait. Et puis ils trouvent rien, je continue, je vais en business trip au Vietnam, en Chine, je fais ma vie et je retourne voir encore 2015 plusieurs fois dans l'année des spécialistes, ils me trouvent rien. 2016, je vais même 2 mois à Hong Kong et Taïwan pour le boulot, donc ils m'envoient 2 mois là-bas. Très très fatiguée à ce moment-là. Je commence à être épuisée, en gros, je bossais 80 heures à ce moment-là. Donc je faisais énormément d'heures parce que j'avais mes heures là-bas et en fait ma stagiaire sur place ne faisait pas le travail demandé. Donc j'enchaînais presque full-time par-dessus pour faire en sorte que le travail soit fait sur place. Mais j'étais épuisée. Je le savais très bien. J'ai fait après pas un mini burn-out, mais à un moment je me suis sentie mal au boulot et ils m'ont dit faut s'arrêter. Au même moment, j'étais en plein déménagement parce que je me suis acheté un appartement. Donc je me mettais une dose de travail et de la vie de tous les jours énorme. Et du coup, la fatigue pouvait aussi s'expliquer par ce rythme-là. Donc peut-être que ça t'inquiétait pas particulièrement, quoi.
Voilà, c'est ça. Moi, ça m'inquiétait pas. J'ai eu depuis des années des problèmes de dos. J'avais mon dos qui craquait régulièrement, donc j'allais voir mon médecin qui me craquait le dos, le cou et tout ça. Donc rien d'exceptionnel, parce que je me disais, voilà, la fatigue, c'est dû à ça. Et puis en novembre-décembre 2016, donc on parle presque 2 ans après les premiers symptômes, je commence à avoir une grosseur au cou. Et puis au moment où on continue à dire que parfois on peut avoir un lymphome qui grossit à cause du fait qu'on a une des vertèbres de déplacer. Donc on continue dans le sujet d'essayer de débloquer les vertèbres. C'est vrai que j'ai le cou qui craque régulièrement, mais donc t'es traité quoi, par un ostéo, un kiné ou? Mon médecin généraliste avait un diplôme d'ostéo, donc c'était lui qui me traitait directement. Ok. Et on a fait un test sanguin, et puis le test sanguin, ça revient genre t'as un petit rhume quoi. Donc un petit rhume en décembre, hiver, rien de choquant quoi. Voilà, c'est normal. Et on continue à faire et il me refait faire des tests. Je pense que mon père a gueulé à ce moment-là. Mon père est médecin, faut savoir ça aussi. Mon père a gueulé en disant bon ça s'arrange pas, retourne quand même, refais des tests. Ouais. Et donc on refait un autre bilan sanguin en avril. Ouais. Et en fait le 2 mai donc 2017. Donc on parle de près de 2 ans après mes premiers symptômes. Mon médecin il fait je ne vois rien. Donc tu vas tout de suite aux urgences. Et aux urgences, en une demi-heure, ils m'ont mis dans le département d'oncologie. Alors en fait, eux, ils ont des connaissances supplémentaires, mais en fait, ils ont très vite compris que j'avais fait les symptômes à l'envers. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que logiquement, on démarre avec une fatigue très importante, après des grosseurs, et en fait, parfois la démangeaison vient en dernier. Sauf que moi, j'ai fait presque 1 an et demi de démangeaison sans faire aucun autre symptôme. Et donc, c'est vraiment, ils ont dit, en fait, ça fait les symptômes à l'envers. Et donc, ils m'ont testé pour un cancer, donc Hodgkinien. Et ils m'ont testé, au moment où ils ont fait le test final, donc moelle épinière et tout ça, ils ont vu que j'étais au niveau 3B. C'est-à-dire que juste après 3B, c'est niveau 4, très très avancé. Donc, c'était un peu l'urgence. Parce que le niveau 4, il n'y a rien d'autre après. Vous vous souvenez de l'annonce que Julie avait faite lorsqu'elle a passé son bac à ses parents, en leur annonçant que c'était la dernière heure d'allemand qu'elle faisait de toute sa vie. Gérer et assimiler une nouvelle aussi terrible que l'annonce d'un cancer, c'est déjà difficile dans sa langue natale. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour Julie dans une langue qu'elle maîtrise plutôt moyennement de son propre aveu ? Il faut savoir qu'en fait, je vis en permanence la vie d'expat. Et donc, en fait, je suis entourée de gens qui parlent anglais. Donc, malheureusement, mon niveau d'allemand n'a jamais été aussi haut que mon niveau d'anglais. Donc, même malgré les années, donc je dois avoir un niveau à ce moment-là A2, B1. En gros, voilà, je me débrouille dans les magasins, je me débrouille avec certains trucs administratifs. J'ai mon Google Translate à côté de moi. Et puis, sinon, voilà, c'est un peu la débrouille, quoi. Donc, c'est vrai que mon médecin généraliste parlait anglais. Et en fait, ce qu'ils ont fait à l'hôpital, c'est qu'ils ont amené quelqu'un qui parlait anglais. J'ai eu quelqu'un, en fait, ils ont trouvé une infirmière qui parlait anglais, avec qui j'ai pu discuter, on a pu m'expliquer un peu ce qui se passait au fur et à mesure. Et derrière, comme je disais, mon père étant médecin, lui, il s'est mis tout de suite en contact avec le département oncologie de Rennes. Et donc, il a fait en sorte de vérifier les protocoles, qu'est-ce qu'il proposait comme protocole, qu'est-ce qui était dit. Donc, en fait, c'était presque communication sans que les 2 départements, donc en France et en Allemagne, se connectent. Mais en fait, mon père a fait la liaison de manière à ce que les informations soient comprises des 2 côtés, en fait. J'ai eu de la chance que quelqu'un parle anglais et puisse m'expliquer. Mais bon, après, c'était un quart du temps. Le reste du temps, respirez, madame, faites tel mouvement, faites tel truc, telle chose. Ouais. Non, rien d'expliqué. Donc, à moi d'essayer de comprendre, de déchiffrer, sachant que j'étais extrêmement fatiguée. Je vais faire une écho, je m'endors sur la table d'écho. Oh la vache, d'accord. Donc, faut se dire quand même que l'échographie, elle a duré peut-être 10 minutes et j'ai réussi à m'endormir. Donc, ça veut dire que j'étais vraiment à un niveau d'épuisement. Mon corps était à un niveau d'épuisement total. J'imagine peut-être que je dis n'importe quoi, mais tu dois être à la fois, j'imagine, une grande angoisse en fait de l'annonce qu'on te dit, et en même temps, ok, ça y est, on a trouvé, ou enfin, je sais pas, soulagement, le mot me paraît déplacé, mais j'imagine qu'il y a un certain ok, ça y est, on va pouvoir me traiter, on m'a entendu, on va pouvoir faire quelque chose, quoi.
C'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai pas vraiment... et encore aujourd'hui, je sais plus si... J'ai pleuré après, mais j'ai pas pleuré au moment où ça m'est arrivé, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y avait une forme de soulagement, de savoir qu'il y avait un protocole clair. C'est vrai qu'en tant que quelqu'un de très mathématique, je suis tout de suite allée regarder les pourcentages de survie. Franchement, donc d'aller comprendre un peu plus en détail. Comme je disais, mon père étant médecin, c'est sûr qu'il m'a énormément parlé, qu'on en a énormément discuté. Et en fait, moi, je suis restée très structurée et très voilà, c'était l'objectif. Maintenant, fallait y aller, hop, fallait démarrer et faire tout ce qu'il fallait. Et c'est seulement en fait 4 jours après que j'ai pleuré. Ah ouais. Et c'était même pas pour moi en fait que j'ai pleuré. Ils m'ont demandé en fait d'aller tout de suite voir le département comment on appelle ça, de gynécologie. D'accord. Pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour protéger mon système reproductif. Et en fait, j'ai vu donc des médecins qui m'ont dit oui, on peut faire une opération, mais dans ces cas-là, ça veut dire opération sous anesthésie générale. Je vais voir l'anesthésiste et en fait, dans la salle d'attente, il y avait une petite fille atteinte d'un cancer, elle était chauve, clairement. Et en fait, c'est pour elle que j'ai pleuré. C'est pas pour moi. C'est de me dire, mais moi, j'ai vécu une jeunesse de rêve. Et là, cette pauvre enfant, je lui ai jamais parlé. Je me disais, elle se retrouve là, et moi, dans le fond, par rapport à elle, j'ai une chance énorme. Et donc, c'est plus ça qui m'a fait pleurer après la situation en elle-même, parce que il a eu des mots durs au niveau de l'anesthésie, qui m'a dit que mes poumons pouvaient s'affaisser pendant l'intervention. Donc, j'ai pris le week-end pour dire non. Et pour dire que je ferais pas l'intervention et de faire donc en partie une croix sur la possibilité d'avoir des enfants. Donc c'est vrai que cette semaine-là a été très très compliquée, mais au final le moment principal sur lequel j'ai pleuré, ça a été pour cet enfant et de me dire que j'ai aucune raison de me plaindre presque. Alors après il y a d'autres. On peut tous se plaindre, on a tous des moments difficiles mais en fait je pense que j'avais aussi besoin d'externaliser, de pas remettre sur moi et de presque de m'oublier à ce moment-là. Je pense que c'est pour ça que j'ai pleuré pour elle, parce que j'avais besoin de m'oublier moi et d'oublier mes problèmes, je pense, à ce moment-là. Est-ce que il y a un moment où tu as envisagé, en fait, notamment, j'imagine dans les premiers jours, ok, je rentre, quoi. Enfin, je sais pas, t'as toute ta famille qui est là-bas, on parle ta langue natale, ça pourrait peut-être être presque plus simple. Comment est-ce que t'as pris la décision de rester en Allemagne ? Alors, on a fait ça aussi de manière on a discuté en famille. Et en fait, il y avait donc plusieurs raisons pourquoi je suis pas rentrée. Alors, c'est vrai que mon père avait dit tout de suite, le protocole est prêt, t'as une place directement à Rennes, dans le département oncologie. Tout ton dossier est déjà là-bas. Donc, si tu veux rentrer, tu peux rentrer, tu seras prise en charge. Donc, c'était sûr qu'il y avait une certaine assurance de savoir que il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Malheureusement, il y a deux choses. C'est-à-dire que en Allemagne, congé maladie, si je veux pouvoir être payée, fallait que je puisse prouver régulièrement que je renvoie. Ils m'ont fait faire en sorte, toutes les 2 semaines, fallait que j'aille chez le médecin pour qu'il me donne un nouveau papier de congé maladie. Donc, en fait, c'était l'enfer. Je pouvais pas faire les allers-retours, je pouvais pas faire ça. Et on n'avait pas trouvé de solution par rapport au fait qu'ils me donnent un papier de long terme de 6 mois et que je rentre et qu'ils me payent mon salaire depuis la France. Donc, il y a eu déjà ce problème-là. Et puis, le deuxième, en fait, c'est que mes parents ont déménagé. Et donc, ils ont vendu ma maison. Tout à fait. Enfin, on n'était plus dedans en tant qu'enfant, une grande maison pour eux. Donc, ils étaient en appartement. Et donc, en fait, j'avais plus ma chambre. J'avais une deuxième chambre. Ils avaient une chambre. Mais ça aurait pas été chez moi. J'aurais eu le sentiment d'être dans une petite chambre à côté d'eux. Et puis voilà, en fait. Et je pense qu'ils ont compris assez rapidement que j'avais besoin de mon espace avec mes affaires et ma vie. Et ma vie était en Allemagne. Ces deux choix ensemble, on a posé le pour et le contre en famille. Mais on a dit, entre ces deux choix, on va faire le choix de l'Allemagne. Alors après, j'ai pas fait toute seule. C'est-à-dire que mon père est venu pour la première chimio. Et ensuite, ma mère, en tant que professeure, elle était en vacances. Donc, elle a pas fait elle a pris le mois de juin. Donc, elle a demandé à pas être de bac cette année-là. Et donc, elle a passé juin, juillet, août chez moi pendant 3 mois. Enfin, en gros, ils ont fait des allers-retours. Mon père est venu, en gros, toutes les 2-3 semaines. Mes frères sont venus. J'ai un frère en Suisse, un frère en France. Donc, ils sont tous les deux venus. J'ai ma tante qui est venue à un moment aussi quand il pouvait plus. J'ai mes amis qui sont passés, mes collègues aussi.
Et donc, j'ai créé un système, en fait, autour de moi et j'ai eu des gens absolument magnifiques qui sont venus m'aider. Et donc, j'ai passé 3 jours toute seule et à chaque fois, ces 3 jours-là, j'ai eu un de mes collègues qui est venu dîner avec moi. Ah, donc t'as été vachement bien entourée. Très, très bien entourée. Et ça, c'est des remerciements, enfin, ils le savent tous, mais ça n'a pas de prix. Tout ce qu'ils ont fait et donné et pour être là pour moi. Est-ce que tu peux expliquer quel type de cancer c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, c'est un cancer en fait du système immunitaire, c'est-à-dire que ce sont donc quand on est malade, on a donc ces boules, c'est lymphomes qui grossissent. Et donc moi en fait le cancer était dans ces petites boules. Et donc pour ça que en gros c'était de la taille d'une balle de ping-pong dans mon corps. Et j'en avais partout donc autour de mon cou, puisque j'en avais 2 qui avaient grossi au niveau de mon cou, mais j'en avais aussi partout dans mes poumons. Donc c'était un cancer quand même assez avancé. Et donc le traitement était également très dur parce qu'en fait il fallait en gros tuer mon système immunitaire à chaque fois pour chaque tour. Donc en fait on a à chaque fois donc dans son sang des cellules rouges et des cellules blanches. Et ben en gros on tuait tout quoi. Et donc mes cellules rouges, j'en avais plus, mais mes cellules blanches, j'étais presque à 0. Du coup, t'as été dans une chambre stérile pour te protéger, en fait ? Non, ils m'ont pas mis en chambre stérile. D'accord. Parce qu'ils considéraient qu'il m'en restait suffisamment, mais c'est-à-dire que je voyais personne, enfin ou très peu de gens. C'est-à-dire qu'on limitait donc j'ai eu quelques amis qui sont venus, mais c'était limité. Et puis sinon, avec ma mère, on allait se balader en campagne. Donc j'ai découvert toute la campagne donc j'étais à Nuremberg, donc toute la campagne de Nuremberg qui est très jolie, voilà. Mais c'est vrai que on a évité au maximum les gens et les interactions. Et puis c'est là aussi où j'ai appris, comme tout le monde après a appris avec le Covid, à bien se laver les mains. Moi je l'ai appris à ce moment-là parce que voilà, faut faire attention à tout ce qui est microbes et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils te disaient les médecins à ce moment-là, donc du coup en Allemagne, sur le futur ? Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'ils envisageaient le truc ? Ils se prononcent jamais, parce que on sait jamais. Chaque cas est unique. Heureusement, moi j'avais les pourcentages, et c'est vrai que les pourcentages, pour celui-là, j'ai une chance énorme, c'est-à-dire que les résultats sont très très positifs. On parle dans ma tranche d'âge à plus de 90%, et donc je savais que j'avais une grande chance de m'en sortir en fait. Le protocole est connu. Il est très bien géré, il est très bien structuré. Et donc, je savais que c'était 6 chimios avec donc un programme 3 jours sur site où j'étais à l'hôpital, retour à la maison, médicaments pendant 1 semaine, retour à l'hôpital 1 journée et ensuite 1 semaine de plus de chimio et ensuite 1 semaine de récup et on recommence. Et en cycle, alors après, à chaque fois que parfois je pouvais pas redémarrer la suivante tout de suite. Parce que s'il y avait pas assez si mon système immunitaire était encore trop bas, n'était pas remonté, il pouvait pas redémarrer. Donc en fait, j'avais un peu une forme de PO à prendre aussi à chaque fois pour récupérer et pouvoir faire remonter mon système plus vite. Et donc mais je savais qu'en faisant ces 6 séances, j'avais une grande chance après peut-être faire des suppléments, des suppléments de radiation, ce genre de choses. Mais je me disais au moins avec les 6 séances déjà. Ça peut dépoter, ça peut aller très vite et en plus parce qu'ils m'ont mis des produits mais vraiment ils ont été très 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 forts au niveau de la dose de produit. Ils savaient il y avait un produit qui était à manipuler seulement par un médecin. C'est-à-dire que même une infirmière n'avait pas le droit de le mettre. Donc pour dire la dose qu'il y avait dans cette seringue. Donc à chaque fois c'était très très géré. À chaque fois, j'avais les médecins qui demandaient toutes les questions, qui vérifiaient tout. J'ai eu un moment des effets secondaires. Ils ont baissé les doses. La fois suivante, je suis revenue, ils m'ont dit, vous avez encore ces effets secondaires-là ? Non ? Vous remettez les doses de base. On remonte les doses. Donc vraiment très, très structuré, mais vraiment à mettre le maximum pour que ça marche le plus efficacement, en fait. Ça dure combien de temps ? Ça évolue comment ? Enfin, comment est-ce que ça se passe ? Donc, en fait, on ne sait pas trop comment ça évolue. Parce que pour l'instant, on fait juste la chimio et puis on voit juste comment le système immunitaire récupère. Mais l'objectif, c'est de faire les 6 séances et de voir après. Donc, comme je dis, je démarre en mai 2017. Et en septembre, je finis. Autour de la fin septembre, j'ai eu du retard dans ma dernière parce que j'ai mis presque 10 jours supplémentaires à récupérer. Et aussi au mois d'août, je suis rentrée en France. On a eu avec l'accord de mes parents, de mon médecin, de partir en vacances. Et donc mes parents avaient une maison à la montagne, donc on est parti à la montagne. J'ai passé 24 heures à la montagne et ensuite aux urgences en bas puisque je suis tombée malade.
Donc là, quand je suis tombée malade aux urgences, donc c'était en France, ils m'ont dit tout de suite, ils m'ont fait une dose supplémentaire de globules rouges en fait à ce moment-là. Donc pour essayer de remonter et d'éviter que je sois en anémie. Et donc en fait, j'ai passé la semaine aussi à l'hôpital en France. Donc j'ai presque rien vu. Mais en gros, à part ça, ça s'est très très bien passé. Donc à la fin septembre, en gros, fallait juste attendre un mois de voir où est-ce que ça en était et ensuite de faire un bilan complet, c'est-à-dire de repasser tout ce qui est IRM et tout ça. Et après, ils mettent à peu près 3 semaines à donner les résultats. Donc j'ai eu mes résultats mi-novembre. Et mi-novembre, ils pouvaient très bien me dire bon bah on recommence, ou alors on fait des radiations, ou alors c'est bon. Et là ils m'ont dit que c'était bon. Donc j'ai eu énormément de chance, puisque je n'ai eu qu'à faire un tour de chimio en fait. Et ça a suffi pour tout tuer. Je suis contente aussi que mon corps ait pas lâché et bien tenu le coup. Mais je pense qu'on a mis la dose qu'il fallait pour que ça passe, quoi. Ouais. Donc, bah, bravo, c'est génial. Ouais, merci. On dit 5 ans. Au bout de 5 ans, on est en rémission. Donc là, on a passé. Après, au bout de 10 ans. Voilà, on a passé les 5 ans. D'accord. Donc après, je suis encore suivie. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au début, j'étais suivie tous les 3 mois. Ensuite, on est passé tous les 6 mois. Et là, en juin dernier, donc j'ai passé ce qu'ils appellent la barre des 5 ans. Et donc, mon médecin m'a dit, non, c'est bon, maintenant, on passe à tous les ans. Donc, j'ai encore un check tous les ans, mais à part ça, tout va bien. C'est génial. Ta décision de rester, je veux dire, tu l'as jamais remise en question tout le long de ces processus. J'imagine que ça doit aider aussi d'avoir ton papa qui est médecin, avec qui tu peux parler sans concession, finalement, de tout ça. Voilà. Donc, j'ai de la chance que mon père est médecin, mon grand frère est infirmier. Et ma belle-sœur aussi est infirmière, donc j'ai pu parler énormément avec eux. Et je pense aussi que eux m'ont beaucoup protégée parce qu'ils ont beaucoup pris. Et pour ma mère, c'était très difficile. Pour toute ma famille, c'était très difficile. Mais pour ma mère et pour mon petit frère qui eux n'avaient pas forcément des connaissances médicales et forcément c'était peut-être encore plus difficile, je pense. Enfin, après, pour tout le monde, hein, je ne dis pas que pour les autres c'était plus facile, mais je pense que les autres ont pu un peu essayer de leur faire comprendre, de discuter avec eux et un peu de faire tampon par rapport à la situation. Mais après, c'est sûr que ma mère était là tout le temps, quoi. Donc pour elle, je pense qu'il y a eu des moments qui ont été assez compliqués. Elle m'a aussi entendu parfois me plaindre, être énervée contre la vie. Parfois, on a été se promener, on prend la voiture et puis j'avais qu'une envie, c'était j'étais énervée, quoi, de me dire moi je suis là alors que les autres ils font ci, ils font ça, et donc j'ai eu ces moments-là et elle a été là pour juste m'écouter. Et après 24 heures où j'étais énervée, puis après on repartait avec la même motivation. Mais c'est sûr que j'ai été énormément entourée et donc c'est pour ça que je regrette pas mes choix, mais je remercie énormément tous les gens qui ont été autour de moi. Tout ce qu'ils ont fait. Même après, hein, parce qu'au final, j'avais pas dit, par exemple, à mon équipe de tennis que j'étais malade. Et au final, elles ont appris à la fin de ma chimio. Donc, elles sont venues à la fin de ma chimio. En fait, après ma chimiothérapie, j'ai eu un zona à l'épaule gauche. Et j'ai perdu carrément, parce que mon zona était très violent. Donc, un zona, en général, on a ça quand on a le système immunitaire bas. Et j'ai carrément perdu le nerf de mon bras gauche. Ce qui fait que je pouvais plus bouger, c'était comme ça marchait plus du tout. Donc j'ai eu aussi besoin d'aide pour la rééducation du bras, pour me conduire parfois, pour mes courses et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu autour de moi, du début jusqu'à la fin, des gens géniaux à m'aider. Et même les médecins, les infirmières, ils m'ont toujours fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui parle anglais avec moi. Alors pas mon médecin actuel. Avec lui, on parle que allemand. Donc, en général, il y a Goutte. Vous voyez pas, mais elle fait le pouce en l'air. Ouais. Voilà. Et en général, on en rigole d'ailleurs. Mais c'est vrai que sinon, ils ont toujours fait en sorte que je me sente bien et que je sois au mieux tout au long de mon programme. Et ça, c'était vraiment génial. Je veux pas mettre de mots dans ta bouche, mais est-ce que ta formation d'athlète, en fait, aussi, de sportif de haut niveau,
t'a pas aidé en fait? Enfin, tu vois, je veux dire, dans cette détermination, dans cette résilience, ça veut pas dire que si on n'est pas athlète, bien entendu, on peut pas se sortir du cancer. Attention, hein. J'ai l'impression que ça t'a accompagné de manière assez positive en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, parce que en fait, la partie la plus difficile, elle a été après. Parce que de revenir dans le monde du travail, j'étais très très énervée et j'ai mis du temps à mettre les mots dessus, à mettre les mots sur l'expérience. Et au final, c'est vrai que j'en ai parlé plus tard et c'est vrai que je me suis mis tout à fait sur l'idée que le tennis m'a donné l'opportunité d'être aussi résiliente. C'est-à-dire que dans le fond au tennis, on perd un match, le lendemain on repart à l'entraînement, quoi. Puis si on perd un point, c'est pareil, on a encore le point suivant qu'on peut gagner. Tant que le dernier point il n'est pas joué, que la balle de match n'a pas été gagnée, il y a encore possibilité de gagner. Et donc en fait, c'est vrai que cette attitude, c'était un peu la même chose. Fallait jouer point par point, jour par jour, fallait y aller, fallait continuer, faut toujours se battre. Tant que le dernier point n'est pas gagné, on peut gagner. Donc en fait, c'était un peu cette idée et qui m'est restée dans la tête et avec cette façon de penser que je me suis battue. Mais sans vraiment m'en rendre compte. Mais c'est vrai que c'est cette attitude-là tous les jours de me dire voilà, comment est-ce qu'on va s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que j'aille mieux, d'avoir aussi des hauts, des bas, parce que les matchs de tennis c'est pareil, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que c'était un peu presque la même façon, la même attitude que j'ai eue dans la manière dont je fais du sport tous les jours, je pense. Et donc c'est vrai que pour moi ça a sûrement créé une forme de facilité. Mais ça m'a permis sûrement mentalement de m'en sortir et de pas rester dans ce côté négatif de je suis malade. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai des jours où j'ai gueulé, j'avais besoin de m'exprimer, de dire que j'étais pas contente, que ça m'énervait, que j'étais pas bien, que j'étais pas contente d'être dans cette situation-là. Mais le lendemain, je me réveillais et puis je repartais à la bataille. J'avais beau dire un jour, je suis énervée, ça me saoule, je veux plus être là. J'en ai ras-le-bol d'être malade, de devoir retourner à l'hôpital. Le lendemain, j'y allais. Parce qu'il fallait y aller, parce qu'il fallait se battre. Et tant que c'est pas fini, on continue. Alors, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui ? Alors, mon quotidien aujourd'hui, il est différent parce que j'ai beaucoup évolué au niveau de ma carrière. Tu es toujours en Allemagne ? Toujours en Allemagne, voilà, tout à fait. Je suis aujourd'hui à Berlin. Ouais, ok. Après 10 ans à Adidas, et donc revenir après mon cancer a été compliqué. J'ai retrouvé, après presque 2 ans, j'ai fini par retrouver une certaine joie dans mon travail, parce que j'ai eu le sentiment quand même d'avoir perdu mon network, d'avoir perdu ma carrière entre guillemets après mon cancer. Donc j'ai été très énervée pendant 2 ans. Mais j'ai eu des gens géniaux qui m'ont entourée, qui ont essayé de comprendre, qui ont essayé de m'aider au maximum. Malheureusement, je pense que c'est juste, psychologiquement, on vit quelque chose de difficile et il faut se retrouver et essayer de comprendre. Et il n'y a que soi-même, je pense, qui peuvent le faire. Ou au moins, on peut essayer de comprendre, mais il faut aussi que la personne fasse le chemin. Et donc, après avoir fait ce chemin, avoir repris confiance en moi, j'ai dit, ça fait presque 10 ans, il faut que je change. Et donc, je suis partie, j'ai fait l'opposé. Au lieu d'être dans une grande entreprise, je suis partie en start-up et j'ai changé de département parce que je voulais aussi voir autre chose. J'avais fait opération, ensuite j'étais partie en finance, stratégie, et donc j'ai fait les ressources humaines, stratégie ressources humaines, pour voir autre chose, pour voir un autre département, pour voir aussi si d'aider les gens me convenait. Et puis aujourd'hui, en jour où on se parle, je viens de finir mon emploi vendredi. En start-up, voilà, parce que c'était pas l'expérience que j'attendais. Ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, je suis en vacances, mais j'ai un travail dans 2 semaines. Donc, je repars en grande entreprise. Je repars de Berlin. Je vais passer un peu plus d'1 an à Berlin, mais je repars. Ouais, tu vas où ? En Allemagne toujours. Je vais sur Stuttgart et je vais travailler donc pour Hugo Boss. Et je retourne donc en opération. Et voilà. Et à côté de ça, je suis en train de créer mon entreprise. L'expérience que Julie a vécue, qu'elle nous raconte à demi-mot, à l'issue de ses chimiothérapies lorsqu'elle a dû reprendre le travail, a été très compliquée. Son retour en entreprise, son intégration en entreprise, l'adaptation de ses tâches, c'est finalement un tout qui l'a amenée à s'interroger et à créer une solution pour les personnes qui traversent la même chose, côté patient donc, mais aussi côté ressources humaines, comment accompagner les employés en retour de maladie.
toute mon histoire, il y a une partie qui a été, comme je disais, très difficile, c'est de revenir au travail après mon cancer. Et vu mon expérience, j'ai appris énormément et donc j'ai envie d'aider les autres. Et donc j'ai décidé de créer une entreprise qui va aider, où l'objectif c'est d'aider en faisant différentes méthodes, du coaching ou autre, d'aider les gens qui reviennent dans le monde du travail après avoir été malades, et également d'aider les professionnels, genre leurs chefs, les ressources humaines, à essayer de les comprendre. Je vais pas pouvoir leur donner toutes les réponses parce que chaque personne le vit, mais il y a des choses qu'ils peuvent essayer de comprendre, éventuellement de travailler avec les entreprises. C'est vrai que la mienne a fait du mieux qu'il pouvait, mais en fait, le système allemand ne s'est pas adapté à ma situation. J'ai dû retourner au travail plus vite que prévu. Quand je suis revenue, j'étais dans un système où j'étais en gros malade, mais je travaille. C'est-à-dire que j'avais encore mon document du docteur disant que j'étais malade, mais je pouvais revenir 5-10 heures par semaine dans le monde du travail pour faire une réintégration. Sauf que pour cette situation-là, il fallait que toutes les 2 semaines, je prenne mon document. Et ça tombait en plein milieu des vacances. C'était mon premier Noël en famille après mon cancer. J'allais pas le passer en Allemagne. J'avais envie de le passer en France. Et donc, je n'avais pas envie de devoir rentrer au milieu des vacances pour récupérer un bout de papier. Donc, en fait, on a travaillé ensemble pour trouver une solution avec Adidas. Mais malheureusement, je suis retournée plus vite que prévu travailler. Et donc, c'est toute une partie. Comment est-ce qu'on peut aider à améliorer, à aider les entreprises, à aider les gens à faire en sorte que leur retour au travail se passe bien. Ils avaient quelqu'un d'externe qui devait m'aider. La personne n'avait aucune idée de mon dossier. Elle m'a parlé de choses qu'on parle à des gens qui ont 50, 60 ans en fin de carrière et qui veulent quelqu'un qui a 29 ans et qui a qu'une envie, c'est de se remettre à bosser, de se remettre à 200% et d'avoir encore une longue carrière et une longue vie. Et en fait, elle parlait comme si j'étais en fin de carrière et donc que je pouvais utiliser ce qui m'était arrivé pour baisser le pied, enlever le pied de la pédale d'accélérateur et de profiter des quelques années restantes. Et donc, le message était malheureusement très mauvais. Aucune faute de la part d'Adidas, c'était juste quelqu'un d'externe qui n'était pas du tout adapté à la situation. Mais donc, je pense que ça peut être mieux fait. Et donc, j'espère que à travers mon entreprise, je peux aider. Si au moins j'aide une personne, j'aurais gagné. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu veux faire en plus de ton activité pro actuelle ? Voilà, c'est ça. Ah, génial. Est-ce que, je sais pas, il y a un petit conseil que tu donnerais, soit à la toi d'il y a 15 ans, à la toi d'il y a 5 ans, j'en sais rien, ou quelque chose qu'on t'a dit, qui t'a aidé et que tu penses que d'autres pourraient en profiter ? Ouais, alors moi je donnerais un conseil que j'ai encore énormément de mal à suivre en fait, parce que je suis, mais c'est de profiter de la vie. J'ai tendance, et encore aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée malade ? C'est parce que j'ai trop bossé aussi. Je me suis pas occupée suffisamment de moi. Et en fait, de pas se perdre dans son travail et de profiter des choses de la vie. C'est vrai que je me suis perdue dans mon premier travail. Je me suis reperdue une deuxième fois après mon cancer dans un autre travail. Et donc, j'apprends encore aujourd'hui à me dire, faut lever le pied. Ça veut pas dire que ça aura un impact sur la carrière, sur une carrière de quelqu'un. Pas forcément de moins travailler, mais de travailler, de prendre des pauses, de s'occuper de soi, de penser à soi, de prendre des vacances. C'est important de faire ce qu'on aime, mais aussi de lever le pied dans le sens où, voilà, de prendre soin de soi. Parce que je sais que je l'ai pas fait assez et je le fais encore pas assez parce que malheureusement, même si j'ai appris de mes erreurs, ça reste un schéma classique dans ma tête dans lequel il faut que je continue à travailler pour éviter cette erreur. Et c'est vrai que c'est pas facile de se défaire. J'ai exactement le même travers que toi, donc ça m'a pris, tu vois, j'ai presque 40 ans, ça m'a pris très longtemps avant d'arriver à faire plus de place pour les choses perso, et que le travail ne doit pas être en tête de liste en permanence. Voilà. Je te souhaite d'y arriver. Je le fais encore, mais j'apprends plus vite, on va dire ça comme ça. Mais mon corps tu aussi reconnais les signes aussi, j'imagine, un peu plus vite qu'avant. Je reconnais les signes, et puis mon corps de toute manière, il est plus du tout pareil. C'est-à-dire que j'ai plus les mêmes. C'est pas que j'ai plus les mêmes capacités, mais c'est-à-dire que j'ai des moments de fatigue. J'avais trouvé quelqu'un sur un podcast qui disait, en gros, on a une certaine dose de sable pour la journée. Et si on utilise la dose de sable pour la journée, mais qu'on prend une partie de celle du lendemain,
pour l'énergie de la journée d'aujourd'hui, un jour on va payer, puisqu'un jour il n'y aura pas de sable pour une journée. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que si j'utilise trop d'énergie, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, au bout d'un moment je le paye et je suis épuisée. Donc voilà. Maintenant j'apprends que faut faire plus de pauses, faut faire plus attention et aussi voilà. Et c'est pas, moi j'adore ce que je fais. J'adore tous les jobs que j'ai eus, j'adore ma carrière, j'adore toute la partie du travail, ce que je fais, ce que je crée. J'adore aider les gens aussi, ce que je fais énormément à côté. Mais à un moment, faut se mettre en priorité. Et c'est quelque chose encore à apprendre. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Au moment où j'enregistre cette conclusion, Julie est en train de faire ses cartons. Dans 2 semaines, elle commence son nouveau job à Stuttgart et dans quelques mois, elle fera son déménagement. Julie, je te souhaite plein de courage et donc comme tu nous le disais, n'oublie pas de t'écouter. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser 5 étoiles sur vos applis de podcast préférés et même un petit mot dans lequel vous nous parlez de votre épisode préféré ou de ce que vous aimez écouter dans French Expat. Ça compte énormément et ça nous fait beaucoup de bien. Tradition oblige, je vous propose que nous fermions les yeux et découvrions ensemble ce qui nous attend la semaine prochaine. Le 31 décembre, on est tous partis, on a pris l'avion. Donc lui, on était tous à Roissy. Lui, il est parti à Pointe-à-Pitre et nous, on est revenus ici. Je me pensais pas capable de faire ça, en fait. Mais l'envie était telle que, hop. Après, on leur a bien expliqué, que on était tous les deux, on l'avait choisi de faire ça. Vous allez avoir la possibilité d'apprendre l'anglais. Papa, il sera toujours là. Il viendra vous voir. Vous pouvez le joindre quand vous voulez. Alors moi, j'ai ma voisine d'en face en France qui me dit mais en fait, vous divorcez, il va se trouver quelqu'un d'autre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.